Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle séance du cours d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo. Alors, pour celles et ceux qui seraient là pour la première fois, je nous représente rapidement et je contextualise un petit peu. Nous sommes donc le Liège Game Lab, un laboratoire de recherche sur le jeu vidéo comme objet culturel à l'Université de Liège. Donc, on est un groupe de 10 chercheurs et chercheuses qui travaillons sur le jeu vidéo avec des perspectives plutôt ancrées en sciences humaines et sociales. Nous donnons donc un cours qui est destiné à des étudiants de bachelier et qui vise à donner un peu un panorama des différentes approches culturelles du jeu vidéo, en fait. Nous avons aussi créé un MOOC, donc un cours en ligne ouvert et gratuit, qui s'appelle Introduction à la culture vidéoludique et qui est conçu en fait un peu comme un complément du cours que nous donnons à l'Université de Liège. Donc je le dis parce que je sais qu'il y a un certain nombre de spectateurs qui proviennent de ce MOOC, puisque les séances du cours sont pensées, voilà, sont articulées aux différentes séances du MOOC. Je pense, et les autres me corrigeront dans le chat si je me trompe, mais qu'il est encore possible de s'inscrire au MOOC parce que la date d'inscription a été prolongée. Si c'est bien le cas, on remettra le lien pour si ça intéresse certains et certaines d'entre vous. Alors, aujourd'hui, on accueille Hamza Bachandi, qui est doctorant en architecture à l'Université de Liège, et donc membre du Liège Game Lab, et qui nous parle depuis les États-Unis, donc grâce à la magie d'Internet et du streaming, qui fait donc ses recherches sur l'espace en lien avec les jeux vidéo et aussi en lien avec des thèmes politiques, comme on va le voir aujourd'hui, vu qu'il va nous parler des Games for Protesters. Donc, j'introduis, mais tu préciseras évidemment, donc de l'utilisation du jeu vidéo, notamment dans le cadre de protestations politiques, mais étudiées sous l'angle du rapport à l'espace. Donc, comme d'habitude, le cours sera divisé en plusieurs parties, en deux parties ici, hein. Donc, on fera une pause un peu au milieu du cours pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à écrire dans le chat si vous avez des questions, des choses à partager, des commentaires. Et moi, je lirai un petit peu tout ce que vous racontez et j'en ferai part à Hamza quand on fera la pause. Donc voilà, je te laisse la parole et j'en profite du coup pour disparaître. Donc tu vas me faire disparaître, je pense, si tout va bien. Oui. Et je vous dis à tout à l'heure. Sinon, je peux me faire disparaître toute seule. Oui, voilà. Super, donc merci beaucoup Fanny pour cette introduction et merci pour toutes les personnes qui nous entendent maintenant. Donc, comme Fanny a déjà précisé, alors je suis un architecte et donc j'ai fait mon master en architecture à l'Université de Liège entre les années 2016 et 2018 et c'était durant cette période que j'ai réalisé mon mémoire qui est sur l'espace de manifestation et l'espace dans le jeu vidéo. Ce qui est le sujet de cette présentation. Et donc, il y avait deux trucs que je voulais dire avant de commencer. Trois. Donc, la première, je suis un architecte égyptien. Et donc, on va avoir une réflexion particulière sur le cas d'Égypte durant la présentation. Le deuxième truc, c'est que normalement, je vais mes recherches en anglais, mais aujourd'hui, je vais faire ma présentation en français. Et donc, vous allez entendre un bon mix en français et anglais. Donc, j'espère que ça ne vous dérange pas. Et le dernier truc, c'est que c'est la première fois que je fais ma présentation et ça sera divisé en ligne et live. Et donc, il fallait enlever quelques ressources pour plusieurs raisons, pour éviter le copyright. Et donc, toutes les images que je trouve dans cette présentation ne sont pas de ma propriété. Donc, j'ai essayé de mettre toutes les références. Les diagrammes et tout ça, c'est ça
ça appartient à moi. Et donc, on commence. Et donc, je commence ma présentation avec la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette recherche. Donc, bien que le public égyptien prenne la rue pour protester, notamment depuis la révolution en 2011, mon grand intérêt pour faire cette recherche, c'était le moment où les manifestants ont perdu cet espace. En Égypte, 2014 fut l'année d'exclusion des manifestants. La carte qu'on voit ici, c'est peut-être pour un des derniers événements qui ont eu lieu en Égypte. Et à ce moment-là, la police a assuré son emprise sur la place Tahrir, ce qui a poussé les manifestants vers la place Al-Misaha. Cet espace particulièrement enfermé a fait des manifestants une cible facile pour la police, ce qui a mené à la dissolution de la manifestation et l'emprisonnement de nombreux manifestants. Cet exemple, et ainsi beaucoup d'autres exemples, prouvent que l'espace peut participer à l'oppression des manifestants, mettant en évidence la nécessité de la prise de la conscience de l'espace égal. Et donc, cette recherche présume que l'espace du jeu peut offrir aux manifestants sociaux, aux mouvements sociaux, un moyen d'actualiser leur conscience collective de l'espace et donc agir comme un outil de littératie spatiale. Surtout pour ceux qui sont sous des régimes totalitaires, ils n'ont presque pas accès à l'espace public. Par conséquent, cette recherche pose deux questions. Est-ce que le répertoire actuel contient des jeux qui mettent en considération le rôle de l'espace jeu dans les manifestations? Et la deuxième question, est-ce que les créateurs des jeux vidéo de protestation sont conscients de la dimension spatiale lors de la construction de leurs jeux? Avant d'approfondir dans ma recherche, un des inspirations qui ont constitué la base de ma recherche, c'était le travail de Gonzalo Frasca sur Games of the Oppressed. Alors, en 2006, Frasca a proposé son concept, les jeux des opprimés, Games of the Oppressed. Frasca considérait les jeux vidéo comme une forme de résistance. Son concept était basé sur le Forum Theater proposé par Auguste Paul, où une pièce de théâtre représentant une situation d'oppression est jouée. Puis, il y a des acteurs improvisés ce relais pour remplacer le protagoniste et montrer comment ils pensent que l'oppression pourrait ou devrait être brisée. Similaire au concept d'Augustine Paul, il propose Forum Games. Et donc, c'est une série des ateliers de création de jeux qui ne nécessitent pas de concepteurs ou de programmeurs expérimentés, au cours desquels les participants discutent de problèmes réels en créant le jeu. Et donc, je pense que ça fait écho au travail de Pierre Yves avec nous dans les Gymlab. Voilà. Et donc, les œuvres de Paul ainsi que celles de Frasca reposent largement sur la pédagogie of the oppressed, les écrits du philosophe et pédagogue brésilien Paulo Freire. Donc lui, il s'inspire de l'idée de Jean Piaget selon laquelle la connaissance ne se transmet pas, mais se construit. En d'autres termes, l'éducation ne se fait pas à travers un programme imposé, mais plutôt construit sur la base de la réalité personnelle et sociale particulière de la personne. Ce qui fait des méthodes d'apprentissage interactives est basé sur des plateformes comme le théâtre dans l'application de Paul et le forum, les jeux vidéo de forum dans la proposition de Frasca, un outil pédagogique efficace. Et donc la pédagogie pour les opprimés nous permet de proposer théoriquement dans ce projet que la simulation est un mécanisme pédagogique dans lequel la résistance et l'apprentissage se juxtaposent. Frasca propose que le travail de Paul est du gameplay, car il s'agit essentiellement d'un processus de simulation dans le lieu de simulation. La base du Forum Theater pourrait être expliquée comme un simulateur pour créer de simulation.
ce serait un simulateur qui permettait non seulement aux joueurs d'expérimenter les résultats possibles d'un modèle particulier, mais aussi de modifier ce modèle et d'explorer des autres alternatives. Et donc, dans l'intérêt de cette recherche, nous pouvons déduire que le jeu vidéo devrait, dans notre cas, proposer à la manifestation une plateforme qui permette la discussion de problèmes ainsi que la possibilité de créer des jeux modifiables pour explorer les différents points de vue. Alors, j'aime bien commencer avec définir le terme Special Literacy que j'utilise dans cette recherche. Et donc, venant de l'origine du domaine d'enseignement, la littératie spatiale est généralement utilisée dans le domaine de GIS, SIG, Système d'information géographique, pour décrire les connaissances et les outils nécessaires à la compréhension d'un espace. Dans les études des jeux vidéo, il y a Celia Pearce qui a proposé une définition. Pour elle, Spatial Literacy, elle est l'ensemble de conventions et de compétences que le joueur développe pour lire ou écrire un certain espace de jeu. Pearce étudie les jeux mixtes, à partir desquels elle explique 4 pratiques. Selon elle, démontre et développe la littératie spatiale. Ces 4 pratiques sont rapidement l'interprétation, ça veut dire la lecture de l'espace, le discours, ça veut dire la description de l'espace, le gameplay émergent, c'est le fait d'utiliser la connaissance de l'espace pour créer de formes de gameplay unique, et le productive play, ça veut dire l'écriture de l'espace. La définition de Pearce se concentre uniquement sur l'espace de jeu. Alors, dans cette recherche, on vise à étendre cette définition pour étudier un ensemble constitué de 2 niveaux, l'espace physique et l'espace du jeu, ensemble considérés dans le cas des manifestations. La littératie spatiale ici comprend deux niveaux. Alors, c'est la conscience spatiale et l'engagement spatial, Spatial Awareness and Spatial Engagement. Ça veut dire, par conscience spatiale, il faut entendre la manière dont le créateur du jeu développe un espace qui s'entremêle avec le récit et thématisé par celui-ci et devient ainsi un acteur du jeu. L'engagement spatial renvoie au niveau d'engagement possible de l'espace contesté que le joueur expérimente en jouant. Certainement, le dernier, celui de l'engagement, ne peut pas s'actualiser que si le premier élément, la conscience spatiale, est présent. Et donc, il y a un élément qui appartient au créateur qui est en relation avec la personne qui fait le jeu, et le deuxième élément, c'est avec la personne qui joue le jeu. Alors, la conception et la construction de jeux de contestation politique ou civique ne constituent pas une nouveauté. Il existe de nombreux titres qui traitent ce sujet. Historiquement, l'histoire des jeux vidéo de contestation activiste est généralement liée aux manifestations anti-entreprises de Seattle en 1999, ainsi que à la mobilisation internationale contre la guerre en Irak en 2003. La liste à droite, elle contient plusieurs jeux en relation aux manifestations, mais elle manque aussi d'autres titres qui ont été justifiés dans les 3 ou 4 dernières années. Il y avait plusieurs jeux comme le Resist Jam ou le Break en contre, montrent que les récents mouvements sociaux qui ont eu lieu dans plusieurs villes du monde ont eu une troisième incidence sur la production du jeu de contestation. Ces mouvements ont inspiré plusieurs activistes, développeurs de jeux vidéo. Ils ont poussé à créer des jeux d'action, des jeux de société, des jeux numériques pour leur apporter soutien. Et on va voir que ça commence alors depuis 2011 et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans notre recherche, on propose une typologie d'espace, une typologie des différentes manières dans lesquelles le jeu a présenté les manifestations. Le premier est constitué de jeux vidéo et environnements virtuels qui n'étaient pas initialement
conçus pour aider les manifestations, mais qui ont été détournés par certains joueurs dans ce but. Et c'est le cas des jeux de rôle Multiplayer Online Games. Alors, dans ce cas, les joueurs se sont ainsi appropriés cet espace pour protester. Et ça fait écho aux dernières manifestations. Alors, techniquement, il n'y a pas un espace pour protester. Surtout dans le monde arabe, en Égypte, et aussi avec la privatisation des espaces publics en Europe ou aux États-Unis, les espaces, qu'ils soient virtuels ou matériels, sont rarement conçus pour accueillir des manifestations, puisque la plupart des designers, les urban planners, sont des agents de l'institution dominante. Des sites de protestation célèbres comme les places modernes, par exemple comme l'espace Tahrir, ont été conçus avec des vastes surfaces pour accueillir les voitures, mais ont été réappropriés par les manifestations. Le cas de l'espace de jeu est similaire. L'espace de jeu multijoueur a été conçu pour accueillir un trafic plus important de joueurs dans le but de générer de bénéfices. Néanmoins, les jeux vidéo multijoueurs ont réussi à favoriser différents actes de mouvement de masse sur une multitude de problèmes. Les joueurs ont utilisé des méthodes allant de hacking au simple assemblage en grande masse pour surcharger le serveur, prouvant que l'espace de jeu a le potentiel de favoriser l'activisme. Mais d'un autre côté, nous assistons aussi aux représailles du pouvoir être la police en cas de protestation matérielle et l'opérateur du serveur en cas du jeu vidéo. Et donc, il y a les deux exemples les plus populaires, mais il y a d'autres aussi. Le premier, c'était pour des raisons idéologiques. Le deuxième était une raison sociale. Alors, donc, en 2007, dans Fantasy Westward Journey, le jeu multijoueur en ligne le plus populaire en Chine, à ce moment-là, les joueurs ont cru voir le drapeau japonais, le drapeau du soleil, le vent, symbole de militarisme japonais, dans le jeu. Et ils se sont allés réunis le 7 mars 2007 devant le bâtiment portant le signe. Selon Henry Jenkins, il y avait près de 10 000 joueurs qui ont participé à la manifestation le premier jour. L'autre exemple, c'est pour Second Life. Alors, c'est un virtual environment. Il y avait plusieurs manifestations qui ont eu lieu sur Second Life. Peut-être un des plus populaires, c'était celui de IBM. Alors, l'invitation du Leiden Lab, créateur de Second Life, à l'égard de certaines sociétés telles que IBM et Reebok a conduit à une contestation parmi les joueurs qui ont considéré cet acte comme une violation de l'éthique libertaire qu'ils croyaient trouver dans le monde virtuel. Alors, la deuxième typologie qu'on a, ce qu'on appelle protestation en tant que décor. Et donc, ici, ces jeux ont volontairement décidé de ne pas faire lien avec des événements politiques. Ce faisant, ils évitent la contestation de sa substance et de sa cause afin d'accroître l'expérience ludique et le rendre plus dynamique. Par exemple, Assassin's Creed se situe dans une ligne de temps adjacente à la Révolution française dans laquelle le récit vidéoludique est nourri de ses apports tout au long du jeu. Cependant, il s'agit d'une caractéristique du fond du récit principal qui n'est pas incluse dans l'expérience jouable. Et donc ici je parle de l'espace du jeu lui-même. Et donc, alors par exemple durant la Révolution française, il y avait à peu près 6000 barricades qui étaient construites par les manifestants durant ce temps-là. Mais alors moi, en jouant le jeu, par exemple, j'ai jamais vu ces barricades qui existaient. Et donc, alors, l'autre exemple le plus populaire, c'est SimCity, surtout les anciennes versions de SimCity. Alors, SimCity offre une perspective différente, parfois radicale de l'acte de protestation ou de l'émeute. SimCity a présenté pour la première fois les émeutes dans sa deuxième version, SimCity 2000. Selon Julian Picker, l'introduction des émeutes était une décision de dernière minute en réponse aux émeutes de Los Angeles en 1992, moins d'un an avant la sortie de la deuxième version du jeu.
Alors, le racisme a été le principal catalyseur des émeutes de Los Angeles. Cependant, dans SimCity, les conflits de race et de classe sont absents. Il est impossible de voir des émeutes raciales dans SimCity. Et un bon référence pour vous lire à propos de SimCity, c'est l'article de Paolo Pellicini sur le jeu. Et donc, c'est la manière avec... si quelqu'un d'entre eux a joué le jeu SimCity, la manière les anciennes versions du jeu à traiter les manifestations était un peu radicale. Alors, elle fait écho à la manière avec laquelle la police a traité les manifestations jusqu'aux années 60 et 70, et ça continue en fait même pour aujourd'hui. En utilisant une stratégie de la police appelée Escalated Force, une stratégie qui dérive de la conviction de l'État que la protestation est une forme d'expression politique et légitime. Dans SimCity 2013, la possibilité d'un émeute est devenue très rare. Il est fréquent de voir une grève ou une manifestation devant la mairie. Et donc, on constate que le point de vue sur la manière de considérer les manifestations a bien évolué. Donc, je retourne une autre fois sur le point de stratégie de la police parce que, en fait, après les événements de mai 68 à Paris, ainsi que les cycles de manifestations des années 1960 aux États-Unis, ont eu un impact profond sur la manière dont la police traite une manifestation. À partir de 1960, la force de police ont utilisé la gestion négociée comme une stratégie plus douce pour affronter les mouvements sociaux dans lesquels ils collaborent avec les manifestations pour planifier leurs manifestations et rassemblements et qui nécessitent également un permis. Et donc, mais cependant, lorsque l'État avec ses forces de police sont le corps condamné, cette stratégie n'atteint pas, bien sûr, son objectif. Et donc, depuis les fins des années 90, la police est passée à ce qu'on appelle strategic incapacitation. Cette stratégie montre comment le mindset du répertoire policier évolue vers le contrôle social ou ce que Foucault appelle la biopolitique. Et c'est ça ce que je vais présenter dans la dernière partie de ma présentation aujourd'hui. Donc, le dernier jeu, Anarchy, je préfère dire mon argument dans la dernière partie de cette présentation aussi. Et donc, la troisième modèle, et c'est ça, c'était l'intérêt de ma recherche à la fin, c'est qui contient les jeux dans lesquels la protestation est centrale. Cette dernière catégorie a pris différents noms tels que jeux d'activistes, le Current Event Game comme le Bogos l'a appelé, ou encore News Game comme Sicard l'a appelé, et c'est cette catégorie que j'ai choisie pour mon analyse. Mais il y a des difficultés avec ce type de jeu, c'est que retracer l'histoire de tel jeu est toujours un défi. Alors, Sicard, en 2014, affirme que le jeu vidéo politique aborde un thème politique de moment et disparaissent ensuite rapidement de la scène publique. Et donc, dans les jeux qu'on voit maintenant, les 4 jeux aujourd'hui, alors, il y a 2 jeux qui n'existent plus. Alors, quand j'ai commencé ma recherche, Occupy Gezi, Yellow Umbrella, j'étais capable de le jouer. Aujourd'hui, on peut plus même jouer Occupy Gezi et Yellow Umbrella. Et voilà. Alors, je vais passer rapidement à chaque jeu pour faire une petite explication. Alors, donc, Occupy Gezi, c'était en référence pour les manifestations qui ont eu en Turquie des années 2013. Et donc, le jeu, ça fait partie d'un jam, Gezi Jam, qui a été fait durant les manifestations, mais les résultats sont sortis après que les manifestations ont terminé. Et donc, dans le jeu, on joue le rôle de la police, en fait. C'est nous qui lance le gaz en essayant de ralentir les manifestants. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que c'est possible de ralentir, mais c'est impossible de les empêcher. Donc, son symbole est très intéressant. Le deuxième jeu, Yellow Umbrella, ça fait référence bien sûr alors à Hong Kong, Yellow Umbrella. Et en jeu, alors elle a des différents niveaux dans lesquels alors il y a beaucoup de références pour
des éléments culturels, des éléments qui existaient durant les manifestations. Et voilà. Alors, le troisième jeu, Black Friday 1979, l'évolution Black Friday, c'est un jeu qui parle de la révolution iranienne. Et le jeu, elle fait une représentation en 3 dimensions de l'espace, dans lequel le protagoniste était un photographeur qui était en Allemagne et qui est retourné pour documenter la révolution et qui participe et qui documente the everyday of the manifestation. Et le dernier jeu, c'est peut-être un des plus récents jeux, Right Civil Unrest. Alors, l'image qu'on voit, c'est du espace Tahrir, mais en fait, elle représente beaucoup de jeux, beaucoup d'espaces de manifestation, soit en Égypte, soit en Espagne, soit en Italie. Et voilà, elle fait tout ça dans un pixel art. Et voilà. Et donc, oui. Ok, ça passait très rapidement. Donc, on peut prendre une pause maintenant, Fanny. Donc, je vous donne la parole. Ok, je rallume mon micro et ma caméra. Oui. J'ai fermé le mien. Oh, bon, tu peux rester en ligne parce que je vais te poser des questions. Non, oui. Ah, ok. Oui, ne disparais pas, s'il te plaît. Mais merci beaucoup déjà pour cette introduction. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé au début du cours, mais le cours d'aujourd'hui va probablement être un petit peu plus court que d'habitude, Oui. parce qu'on perçoit bien que le fait de donner cours en ligne, c'est quand même pas exactement le même rythme et qu'il vaut mieux faire des formats plus rapides qui vont plus vite à l'essentiel. Donc voilà. On apprend au fur et à mesure aussi. Alors, une première question juste technique qui a été posée dans le chat, c'est est-ce que tes PowerPoint va être mis à disposition quelque part? Est-ce que tu vas le partager sur Twitter éventuellement ou sur Ruby peut-être? Je pense que je peux faire ça. Alors, au début, j'ai résisté en fait de faire même la présentation vu que je touche des sujets de manifestation et tout ça, mais je pense surtout parce qu'il y a alors, j'ai même, oui, I think I can make it. On peut l'ajouter peut-être, je sais pas où, sur Twitter par exemple, oui, on peut faire ça. I can make it. Ok, bah. De toute façon, pour les étudiants régulièrement inscrits au cours, oui. ça, ça pas un problème. Mais oui, j'ai en fait, alors la présentation était plus grande que ça, mais il y avait pas beaucoup, mais plusieurs parties que j'ai décidé que je vais l'enlever. Donc, voilà, désolé, mais it's live, so I wasn't sure. Oui, bah, le fait de diffuser un cours sur Twitch sur des sujets comme ça pose aussi, ça nous force à nous poser un certain nombre de questions sur l'ampleur de la diffusion qu'on peut donner aussi à ce qu'on propose. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai une petite question, mais n'hésitez pas dans le chat si vous avez déjà des réactions par rapport à ce qui a été dit dans cette première partie. J'ai une bête question d'abord. C'est est-ce que tu penses ajouter à ton corpus de recherche le jeu Animal Crossing de Nintendo qui est sorti récemment? Parce que j'ai vu qu'il y avait eu un certain nombre de réappropriations justement spatiales du jeu. Et notamment des manifestations de gilets jaunes organisées à l'intérieur d'animaux. Alors, je pense que pour le coup, ces manifestations-là ont peut-être une dimension un peu plus parodique que les cas que tu as expliqués, qui avaient un vrai but militant affirmé. Je ne dis pas du tout que les manifestations des gilets jaunes n'ont pas de but militant, hein, mais que celles dans Animal Crossing était peut-être organisée de manière un peu plus légère, quoi. Et, en fait, je dis ça sans avoir fouillé. Oui, ça peut, oui. For my research, it can be included in the first
part dans lequel je parle que les joueurs approprient l'espace qui n'était pas fait au début pour accueillir des manifestations. It's a very good and recent example qui inclut. Il y avait même pas juste les Gilets jaunes, il y avait les Gilets jaunes, il y avait aussi pour Hong Kong aussi. Alors, il y avait des manifestations pour le Hong Kong. Et oui, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, it's a very good example and a recent one. Surtout que les exemples de Second Life, on peut dire un peu, alors, depuis 2007, et Second Life maintenant, elle n'a pas la même répétition qu'avant. Et donc, Animal Crossing, it's a very interesting example. Je suis d'accord avec toi. Et dans le prolongement de cette première question, est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais que le confinement va avoir un impact aussi sur ton objet de recherche finalement, vu que beaucoup de personnes se retrouvent incapables d'accéder à l'espace public pour le moment et que ça rend problématique du coup la protestation. Et Oui, l'utilisation d'Animal Crossing répond un petit peu à ça. oui, c'est intéressant ce qui passe maintenant parce que avec ce confinement, il y a même quelques manifestations qui se passent autour du monde, mais il y a une perception négative pour ce type de manifestations parce que c'est pas le temps pour faire une manifestation dans un espace public. Et donc, honestly, I don't know how things will develop, mais bien sûr, il y aura un impact, il y aura de différentes manières d'exprimer et le jeu peut avoir un rôle parce que on parle maintenant de Animal Crossing. Alors, si je bien suivi, mais elle a fait comment on dit ça en français, le nombre de joueurs qui ont joué un jeu comme Animal Crossing. Tu peux le dire en anglais sinon. Je vois pas le. Even it's not. It attracted many players, so it can act as a space to express something because there is a lot of players in the environment. So when you say something, it is lessened. So, for example, when we had the manifestation de Gilets jaunes ou de Hong Kong dans le jeu, it was possible to see it through the media because it was popular. It is popular. Et c'est ça ce que j'essaye de dire. Oui, voilà. La popularité. Oui, et c'est. Oui, en fait, parce que même ma réflexion personnelle par rapport même aux manifestations qui ont eu lieu depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est la présence de des réseaux sociaux. Oui, et je pense, pour moi personnellement, je pense que en 2011 en Égypte, if I didn't have ces types de réseaux sociaux, I would never understand what is going on. And je serai avec ma mentalité avant 2011, ça sera après 2011. Et donc, it makes an impact. Et en général, on ne doit pas penser que, parce que, et ça surtout en relation avec, pas juste l'Égypte, mais en général, que une manifestation, c'est pas un acte, it's not a one-time act. It's a repeated thing. It's like, for example, as it happened in Hong Kong, they have one in 2014, et maintenant on a une en 2019. Il y aura des autres actes sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, et c'est un acte qui continue en fait. Et c'est ça je le trouve important en général, soit en faisant des jeux vidéo, soit en n'importe quelle situation, parce que même au niveau, si on voit quand, par exemple, la plupart des jeux vidéo, les political video games sont réalisés, la plupart des temps, ils sont réalisés juste durant la manifestation ou juste après la manifestation, et elle perd après son éclat,
the light it has, the attention it has. Et je pense en fait que, comme en Égypte, comme dans des autres régions, au Soudan, dans des autres régions, ou même si on le compare avec la Révolution française, it's a continued movement, and actually entre ces temps d'oppression, ces temps de dépression, there should be different ways to support like the protest that will be coming in the future, because it will be coming. Voilà. Ok, oui, merci beaucoup. Donc, oui, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est important de mentionner que les manifestations s'inscrivent dans la durée. Et du coup, le jeu est peut-être aussi une manière de faire vivre la manifestation sur la durée. Oui, c'est ça. Et alors, vous l'avez bien exprimé mieux que moi. Merci. Merci. Mais non, j'essaie de résumer au cas où il y en aurait dans le chat qui ne parleraient pas anglais. Mais je pense que c'est très très clair la manière dont tu l'as exprimé. Il y a Damien sinon qui demande, enfin qui réfléchit et qui dit qu'il a l'impression que dans le cas d'Animal Crossing, justement, l'aspect parodique ou réduit montre bien en quoi le jeu est surtout un support qui vient alimenter le débat sur les réseaux sociaux. Et que les deux sont assez complémentaires. Donc, finalement, c'est pas. Je développe un peu ce que Damien dit. Je suppose que tu voulais dire que c'est pas tellement la manifestation dans Animal Crossing qui est importante et qui va avoir de l'impact, mais le fait qu'après c'est partagé sur les réseaux sociaux, qu'on en reparle et que ça fait vivre le mouvement finalement. Oui, c'est exact. Je suis totalement d'accord parce que même en faisant des réflexions sur les événements en 2011-2012-2013, il y avait toujours le débat entre l'espace physique et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est Facebook ou c'est Twitter qui a fait la révolution en Égypte, par exemple, ou c'est parce que les gens ont sorti dans les rues pour exprimer pour s'exprimer. Et en fait, c'est ça, en fait, les fonctionnent with each other, ils fonctionnent les deux avec les autres. On peut pas, si on a, c'est les deux, comme il a dit, complémentaires, en fait. J'ai fait cette réflexion en 2011 parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas les jeux vidéo très, it wasn't very current at this time, et surtout alors en Égypte alors, mais il y avait toujours cette réflexion, espace physique, espace virtuel, et je suis d'accord, alors c'est les deux travaillent complémentaires les uns avec les autres, et oui, voilà. Tout à fait. Et oui, Écurette soulignait pour prolonger ça que en plus dans Animal Crossing, le nombre de personnes sur une même île est très limité. Donc la manifestation par la nature du jeu est aussi très limitée. Elle est contrainte par le jeu, quoi. Oui, c'est ça. Je vois, oui. Alors, je voulais dire une dernière réflexion parce que je vois une réflexion, je pense, de Bruno devant moi qui parle de l'alphabétisation spatiale. Et je voulais juste dire qu'en fait, parce que, alors, on a réalisé un article, moi, avec Bjorn Olaf et Pierre Lalo. Et donc, on avait une discussion, est-ce qu'on utilise le terme alphabétisation spatiale ou littératie spatiale? Parce que en anglais, it's easy, you just use spatial literacy or illiteracy. Mais en français, il y avait ce débat entre alphabétisation spatiale et littératie spatiale. Et donc, on a décidé à la fin, en fait, d'utiliser la littératie spatiale parce que, alors, dans notre cas, it has social and cultural notions, et on a pensé que ça it works better with our research, but just because we had this debate, et c'est toujours il y a un débat, surtout que j'ai fait ma recherche en anglais, alors entre anglais et français, c'est toujours, voilà, compliqué un peu. Oui, on pense dans une langue, évidemment. Mais c'est super intéressant, je pense, et important parce que
cette idée que la maîtrise de l'espace est quelque chose qui s'apprend, c'est pas une idée qui est évidente quand on n'est pas dans le domaine de l'architecture à la base ou quand ne connaît pas tellement la recherche sur le sujet. Mais je pense que peut-être dans la suite de ta présentation, tu vas aborder un peu plus ces questions. Oui, oui, en fait, oui, c'est ça. Alors, maintenant, je vais prendre le case studies et comment j'ai fait mon analyse. Et la dernière partie, en fait, c'est une partie qui est un peu urbaine, spatiale, dans laquelle je fais des réflexions par rapport à une analyse spatiale pour les stratégies et les tactiques que les manifestants et la police parfois fait durant un protest. Et voilà. Ok, super. Ben, je propose que tu reprennes, sauf si tu voulais faire encore un commentaire sur ce dont on vient de parler. Je propose qu'on reprenne la deuxième partie du cours. Super. Donc, bye bye. Et, oui, à tout à l'heure. Et oui, n'hésitez toujours pas à écrire dans le chat si vous avez des commentaires ou des questions, évidemment. Merci. Donc, alors, pour ma recherche, il y a trois points de vue que j'ai mis pour analyser les cas de jeu que je viens d'expliquer, en fait. Et alors, le premier, c'est mode de représentation. C'est nécessaire pour examiner de manière critique l'alliance offerte par l'espace du jeu et l'espace de protestation. Plus précisément, ce point de vue entend vérifier si le jeu place l'espace de protestation à l'avant-plan et si cet espace est jouable. Le deuxième point de vue, spatialité, et ce qui est au centre, c'est pour voir si recherche les représentations spatiales dans ces jeux et la manière dont le processus du jeu inclut le joueur dans la création de l'espace. Et la dernière, c'est celui de pédagogie. Ce point de vue a pour objectif d'étudier la possibilité d'utiliser les jeux pour développer la littératie spatiale, ce qu'on a présenté au début. Nous examinerons si et comment la conscience spatiale des manifestants peut être développée à partir de ces jeux, à travers les leçons proposées dans le jeu, étudier et leur généralisation possible. Et donc, je ne vais pas faire l'analyse. Je ne vais pas faire une analyse pour tous les jeux, mais je vais prendre les deux cas qui existent. Et j'espère que vous avez déjà une idée. Sinon, vous pouvez les trouver facilement après sur Steam. Et donc, vous voyez aussi à côté à gauche, il y avait un quatrième point de vue, mais j'ai pas jeté à la fin, mais c'était par rapport à la valorisation. Ça veut dire la diffusion, la visibilité du jeu et son activité pour le joueur. Est-ce que c'est accessible ou pas? Et voilà. Alors, pour ce jeu, par exemple, ce Black Friday, c'est celui qui parle de la manifestation en Iran. Alors, si on voit, par exemple, alors ça, c'est mon analyse personnelle pour le jeu. Alors, le jeu dépend, pour le mode de représentation, le jeu dépend de la vie de l'un avec une fidélité visuelle relativement avancée. Le jeu jette une lumière positive de l'exercice de protestation et la quantité de points de vue du peuple. Et juste un point à côté, le créateur du jeu, j'ai oublié son nom, mais il est iranien-canadien. Et en fait, il avait des difficultés après qu'il a réalisé son jeu de retourner à son pays. C'est un point aussi important par rapport aux safety of game makers par rapport à ce type de jeu. Et voilà, le deuxième point, la spatialité. Et alors, ici,
dans ce jeu, en fait, le joueur peut interagir avec l'environnement bâti et peut, par exemple, aller sur le toit d'un bâtiment. Il profite des environnements urbains pour prendre ses photos. Cependant, le joueur n'a pas le choix de l'endroit lui-même. Il y a un scénario fixe, a priori, qui empêche le joueur d'explorer la ville. Au niveau de la pédagogie, le but en fait de ce jeu est pédagogique. En fait, c'est un jeu dans lequel tu fais des choix en fait pour voir ce que tu veux faire. Et en fait, il vise à offrir une leçon d'histoire à travers le jeu. However, le jeu ne permet pas de développement de la littératie spatiale du joueur. Bien que le scénario du jeu dépende des choix du joueur, celui-ci n'inclut pas des décisions spatiales, par exemple. Et donc, c'est toujours des choix avec lesquels tu vas, la plupart, pas tout, mais la plupart, c'est si tu veux aller soit en violence ou soit en, pas de non-violent, peaceful ou violent. Et voilà. Le deuxième exemple, c'est Right Civil Unrest. Et donc, au niveau du mode représentation, c'est peut-être le jeu le plus sophistiqué du marché à l'heure actuelle parmi ceux qui tentent de décrire les espaces de récents soulèvement, alors pardon, manifestation. Le jeu imite des espaces de protestation existants en utilisant les styles pixel art en proposant plus de 20 cartes d'espaces contestés. Au niveau de la spatialité, et c'était ça un peu ma problème avec le jeu, c'est que les espaces ne sont pas reliés entre eux et sont une carte à écran unique. À chaque niveau, la caméra présente une scène, un espace spécifique dans lequel le lecteur ne peut faire que un zoom avant ou arrière. Par conséquent, il y a un manque de mobilité en fait. Alors, par exemple, si je prends l'exemple de l'Égypte, c'est impossible de comprendre ce qui s'est passé à l'espace Tahrir sans comprendre ce qui s'est passé sur le pont qui était juste à côté de l'espace. Et donc, il est important d'avoir une scène une carte continue et pas juste une carte fixe pour comprendre how things have developed durant ces événements. Et voilà, au niveau de la pédagogie, je tente de contribuer à la littératie spatiale des joueurs. Toutefois, il n'offre pas une expérience pédagogique spatiale approfondie de ces événements. Le jeu présente quelques tactiques spatiales que la police utilise durant tel événement, telles que la manière dont les unités de police se forment afin de contrôler, séparer ou encercler la police. La foule, à notre côté, sous certaines conditions, est capable de construire des barricades. Cependant, ces tactiques dépendent plus du comportement de la foule ou de la police que de l'aménagement de l'espace. Et voilà, it's a reaction and not an action by them, actually. Et voilà, à côté, j'ai mis ce que je vois alors, so XO, so the X means that it didn't succeed at all. So on va voir par exemple comme un jeu de Occupy Gezi. Alors parce qu'en fait elle était divisée sur un site internet et en fait aujourd'hui même c'est plus jouable. Et voilà, et elle avait le set. C'est comme ça que vous pouvez un peu comprendre le tableau que j'ai à gauche. Et voilà, I will move now to my reflection. Et donc, j'ai 4 réflexions, je pense. Alors, la première, as mentioned earlier, la plupart des jeux qu'on a discutés, on peut être réussi de donner de support aux mouvements sociaux, de propager leur cause pour un grand monde, ou de documenter des espaces qui n'existent plus aujourd'hui. Et pour moi, je trouve ça, c'est le cas, par exemple, du Parti national démocratique de l'Égypte. Et ça, il représente c'est la symbole de la révolution, en fait, quand il était brûlé au 7 on fire. C'était une indication, en fait, que l'ancien régime n'existait plus, malgré qu'il existe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en Égypte, en 2015, l'État a décidé qu'elle va démolir ce bâtiment. Et
c'est une manière pour effacer pour la mémoire collective des gens par rapport à cet événement. Et donc, dans le jeu de Rise Seven Unrest, on peut jouer ces événements, on peut voir ces événements, on peut voir encore le bâtiment du Parti national. Et donc, elle fait un bon travail de garder la mémoire d'un bâtiment et d'un événement qui n'existe plus aujourd'hui. Le deuxième point pour moi important, c'est la positionality of the game design. Alors, de plus, cette étude a révélé que le positionnement nécessaire pour les créateurs du jeu offre à leurs joueurs l'intégralité de l'histoire. Alors, par exemple, 1979 Revolution Black Friday prend la position du manifestant, mais il laisse aux joueurs le choix d'être pacifique ou violent. Occupy Gezi, par exemple, soutient le mouvement social, même si le protagoniste incarné par le joueur et la police. Right Civil Unrest prend un chemin différent. Le jeu revendique une position neutre et laisse le joueur décider de prendre le rôle de la police ou des manifestants. Par conséquent, il semble utile que les créateurs expliquent leur positionnement, leur point de vue, leur pouvoir et leur intention. C'est pour cela, par exemple, je retourne maintenant à mon cas de Anarchute, que j'ai éliminé, un des raisons pour lesquelles j'ai éliminé mes jeux, c'était par rapport au positionnement of game makers. Alors, le jeu Anarchute, par exemple, était originalement un jeu de zombies, et en fait, c'est pour cela que si quelqu'un a joué le jeu, le concept du jeu, c'est que tu réveilles des manifestants, et avant des zombies, dormants. Et donc, les créations du jeu ont vu que le sujet des zombies répétait beaucoup, et donc ils ont changé le thème, surtout qu'on le dit en fait sur le site, qu'ils sont français. Et donc, alors que si on parle au niveau mécanique, je me souviens qu'on a joué ce jeu dans l'atelier l'année dernière, et c'était peut-être, si on le compare surtout avec Rise Seven Unrest, au niveau de mécanique, c'est beaucoup plus mieux. Mais voilà, alors, pour Assassin's Creed Unity, alors, ou même SimCity, c'est la même cas. Et donc, je vous invite aussi à regarder le vidéo de Romain Vincent sur YouTube, dans lequel il fait une analyse très importante sur le jeu. Et on fait sur la position politique d'Ubisoft en général, et en Unity en particulier. Et voilà. Mon troisième point, je retourne, en fait, à ma définition Spatial Literacy, et donc, dans notre article avec Bjorn et Pierre, Bjorn et Pierre Allo, notre conclusion, en fait, c'était que un des principaux problèmes qui empêche le jeu de servir activement une manifestation, c'était l'illittératie spatiale. Occupy Gezi n'offre aucune contribution à la conscience spatiale ou l'engagement spatial du joueur, car l'espace n'est ni centralisé ni joué. Par contre, les créateurs des jeux 1979, Black Friday et Right Seven Unrest sont conscients de la dimension spatiale qui existe dans les mouvements sociaux, mais le joueur n'est pas engagé dans cette expérience. Donc, there is a spatial awareness, but there is not spatial engagement. Dans les deux cas, le contrôle du personnage dans l'espace est limité. Le joueur ne contribue pas à l'acquisition de connaissances, il n'est qu'un simple spectateur de l'histoire du déroulement du jeu. Les concepteurs construisent des scènes élaborées, souvent avec des représentations vivantes d'événements réels, mais ne parviennent pas à transformer l'expérience du jeu en une interaction à 4 dimensions avec la manifestation et ses activités. L'espace est ensuite réduit à des images d'arrière-plan, à des plans fixes et à un espace de jeu accessible réduit. Cela provoque une tokenisation de l'espace. Il devient un symbole statique qui prive l'espace de jeu de ses caractéristiques politiques. En revanche, le jeu actuel considère le pouvoir que le manifestant acquire et les espaces qu'il occupe comme une résultante de leur grand nombre. Et c'était le cas de tous les jeux en fait. Les concepteurs des jeux sont figés dans l'approche de la manifestation adoptée par les chercheurs jusqu'à la moitié
XXe siècle, pendant laquelle les études portant sur le comportement de la foule. Alors, comme on voit ici sur la partie à gauche, à ce temps-là, et peut-être jusqu'à les années 1960, les chercheurs ont étudié la foule uniquement ou seulement comme un agent actif dans la protestation, soit de manière positive ou négative. Alors, elle a commencé toujours avec la manière négative dans l'écriture de Gustave Le Bon, mais après, c'était de manière positive, mais toujours elle concentre sur la foule. Cependant, depuis les années de 1900, les chercheurs ont investi le concept de spatialité proposé par Michel Foucault, et ils ont commencé à reconnaître le rôle de l'espace dans la formation de la protestation contemporaine. En outre, et ça c'est un grand problème, les cas dénotent une grave sous-estimation des manifestants de leur capacité spatiale. La police se voit toujours attribuer diverses activités sous forme de stratégies et de tactiques, surtout dans le jeu Right Civil Arrest, tandis que les manifestants sont souvent représentés comme réactionnaires et déorganisés, comme dans le cas de Right Civil Arrest. La police, alors ça c'est dans le cas de manifestations, donc on voit les utiles qu'ils ont, c'est social networking, parfois il y a un utile de occupy, donc rester dans ta place, il y a des autres utiles de jeter de fire things, et parfois il y a la construction des barricades, et ici, there is one here, je ne sais pas si vous voyez le curseur ou pas, mais to speak loudly. Et donc, ça, c'était c'était le type de stratégie ou tactique que les manifestations ont. Sur l'autre côté, la police, on va voir qu'ils ont ici, alors par exemple, il y a à droite les quatre tactiques différentes avec lesquelles la police peut séparer une manifestation. Et donc, c'est toujours la police plus organisée, a beaucoup de stratégies, et voilà. However, les manifestations du sommet ainsi que la dernière vague de manifestations ont montré la capacité des manifestants à générer des stratégies. Cependant, leur impact reste limité. Et c'est ça ce qu'on va explorer rapidement dans la partie suivante. Donc, ici, je vais vous montrer différents diagrammes que j'ai réalisés durant mon master, montrant des tactiques et stratégies spatiales qui peuvent affecter une manifestation et qui peut, en fait, ce que je pense, ça peut être considéré comme une source d'inspiration pour créer des jeux qui servent à la littératie spatiale. Je propose, selon la définition des stratégies et tactiques de Michel de Certeau, que les manifestants innovent la tactique à travers l'espace vécu pour en revendiquer le contrôle. De l'autre côté, la police a plus de capacités et d'outils pour développer des stratégies spatiales dans l'espace conçu. Ici, alors, that's a map of les stratégies et tactiques dans l'espace de protestation, tant au niveau micro qu'au niveau macro, à partir des actions des manifestants ainsi que celles menées par la police. Cette recherche suppose que les stratégies et les tactiques ont toutes deux une dimension tangible et intangible. Par tangible, je veux dire qu'il y a une existence physique et matérielle dans l'environnement bâti, et par non tangible, je veux dire qu'il est policy oriented. Et donc, par exemple, je prends juste peut-être un de ça, vous l'expliquer rapidement. Alors, si on parle au niveau macro, au niveau des autorités, on va voir par exemple Modify the Urban Fabric, et l'exemple le plus fameux pour ça, c'est la haussmannisation de Paris, parce que en fait, un des raisons, il y avait beaucoup de raisons pour la haussmannisation de Paris, mais un des raisons, c'est mettre difficile et impossible que les manifestants à ce temps-là construisent des barricades. Parce que comme on a dit, il y avait à peu près 6000 barricades à ce temps-là à Paris. Et donc, une des raisons pour l'haussmannisation, c'était d'empêcher la construction de ce type de barricades. Le deuxième point, move the center. The famous example is in Egypt. Donc, après, en 2015, après la révolution, le gouvernement a décidé de créer un capital administratif pour s'éloigner du centre-ville, pour s'éloigner de
Si, alors, donc, le manifestant fait leur protestation, fait leur manifestation dans les centres-villes, et nous sommes dans notre capitale, loin des autres. Et voilà. Et donc, je passe après dans les parties qui suivent, je vais prendre plutôt au niveau micro, puis au niveau macro alors, et on va voir. Alors, donc, le premier point ici, alors, je parle ici c'était du travail qui a été fait par Asif Bayat. Et donc, ici, qu'est-ce que fait un espace spécifique les questions de la révolution? Dans son livre Live as Politics, Asif Bayat, chercheur iranien-américain qui a vécu la révolution iranienne, explique pourquoi certains rues étaient l'épicentre de la révolution et le rôle que certains espaces ont joué durant les événements en indiquant 4 caractéristiques socio-spatiales. Il parle de centrality. Alors, if the space is part of the center of the city or it's outside the city, the proximity ça veut dire la proximité des pôles culturels et intellectuels, accessibilité, alors ça veut dire accessibilité par les réseaux de transport. Et alors il y a beaucoup de réflexions par rapport la suspension de lignes de métro pour empêcher les manifestants, ou en Europe la suspension du Schengen pendant des événements de sommet. Et la dernière, c'est flexibility, et c'est la possibilité pour la foule de fuir hors de l'espace en cas pour ne pas être encerclé. Et donc, le deuxième diagramme, c'est pour on peut dire, ce sont 4 aspects principaux de la manifestation du pouvoir dans l'environnement bâti et qui ont un effet indirect sur le corps dominant sur l'espace contesté. Alors, qui domine l'espace? L'État ou les manifestants? Alors, le premier point, si on parle integration with the city, ça fait écho en fait à la premier point expliqué par Asif Bayat par rapport à l'accessibilité. Et donc, un espace fortement connecté aux rues et aux routes est généralement doté d'un lieu de transport en commun qui le rend facilement habitué par les manifestations et difficile contrôlé par les forces de sécurité. De l'autre côté, un espace isolé est facilement contrôlé par l'État. Cet aspect peut être vu au niveau de la planification macro-urbaine et régionale, comme l'exemple qu'on vient d'expliquer il y a quelques minutes, et il a été appliqué au cours de les dernières années dans plusieurs situations post-révolutionnaires pour réprimer toute rébellion future contre l'État. Le urban block size, ce facteur peut jouer un rôle important pour ce que Asif Bayat a appelé flexibility. Plus la taille de bloc est petite, plus les chances des manifestants de fuir la police sont élevées en cas de brutalité. Le troisième point, visibility, ça veut dire cette configuration spéciale, on fait alors, c'est ça ce qu'on fait, on a expliqué au deuxième slide, en expliquant comment la police était facilement, les manifestants étaient facilement encerclés par la police. Alors, cette configuration spatiale peut renforcer le sentiment de sécurité des manifestants ainsi que la capacité à mieux contrôler l'espace. Aussi, ça aide facilement les médias à surveiller et diviser l'événement de protestation. Et voilà, alors si je fais une connexion avec Right Civil Arrest par exemple, parce que dans Right Civil Arrest, il y a une stratégie ou une tactique pour les manifestants de prendre une photo et de diffuser dans les social media pour augmenter leur cause. Et donc, that's nice, but sometimes, parfois, il y a un facteur spatial qui peut affecter la manière dont on prend les photos ou la manière. Alors toujours, par exemple, si on voit, si vous faire une visite pour la révolution égyptienne, l'espace Tahrir, les photos les plus fameuses, ce sont les photos qui sont prises d'en haut des étages de bâtiments. Et donc, c'est ça ce qu'on parle quand on dit comment l'espace peut affecter la visibilité et l'espace. Et c'est ça ces facteurs qui pour moi manquent les jeux. Et voilà. Le dernier point, roadways.
Alors, ici, je prends un exemple. Alors, il était une vidéo au début, mais donc après, j'ai préféré ne pas montrer les vidéos, mais vous pouvez les trouver. Alors, sur Twitter, je pense, c'était pour le référendum de 2007, pour l'indépendance de la Catalogne. Et donc, on peut alors voir que les manifestants ont pour priorité de repousser la police dans les rues étroites de Barcelone. Cette rue étroite, avec le nombre de manifestants, a généré une force corporelle de non-violence qui a dépassé les tactiques appliquées par la police. However, lorsque les manifestants sont arrivés, si vous avez suivi ces manifestations, quand ils arrivent dans l'espace de destination, et dans ce cas c'était les écoles avec un cours ouvert, l'équilibre des pouvoirs est inversé. La police a alors suffisamment d'espace pour appliquer des tactiques pour encercler les manifestants. Tout ça. C'est comme ça qu'on parle avec le rue. Plus le rue est étroite, plus ça donne un avantage pour les manifestations. Plus qu'il est grand, il donne la possibilité à la police d'encercler en fait les manifestants. Le troisième point, c'est par rapport au corps et l'espace. Ce sont 4 phénomènes spatiaux qui résultent de l'appropriation de l'espace par le corps. Le premier point, alors, alleyway. Alors, le corps a la capacité de faire de l'espace pour le mouvement, que ce soit un mouvement intérieur ou même de permettre au corps d'être pénétré par des objets de l'extérieur en douceur et immédiatement. Et ça, c'est l'image à gauche, c'est pour l'événement à Hong Kong. Il y avait un journaliste qui décrit cet événement. Elle s'appelle Cecilia Kwan. Elle décrit la manifestation faisant place à des ambulances. Alors l'image, c'est les manifestants faisant place à des ambulances. À Hong Kong en 2014, elle le décrit comme Moses séparant la mer Rouge. Donc ça aussi, ça a répété en Égypte, je pense, dans plusieurs endroits. Le deuxième point, protection. Le corps de protestation se solidifie dans l'espace, mais il peut également créer des vides et des enceintes calculées. Les vides et les enclos agissent comme des espaces de protection, comme ce fut le cas de Standing Rock Protest en 2016, la deuxième image, dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Les manifestants se sont assis arm in arm, formant des cercles autour de quelques haut-parleurs pour les protéger de la police. Le troisième point, speech, ce que j'appelle speech. Le discours dans le corps de la manifestation est essentiel pour annoncer publiquement des idées partagées. Le corps de protestation, dans presque tous les contextes, avait conçu un espace pour la parole, utilisant souvent une conception acoustique intuitive. Lors de la protestation contre le gouvernement espagnol par le peuple catalan en 2017, le corps a fait de la place sous forme de semi-circle pour les intervenants et les debaters. Et le dernier, c'est stage. Le corps a besoin à certains moments de délivrer un message visible ou de communiquer sa puissance acquise, pour laquelle le corps utilise l'espace et ses éléments existants. La prise d'éléments verticaux a été documentée à travers l'histoire. Les manifestants ont utilisé les éléments élevés pour se lever, parler et être vus. Montrer le contrôle de l'espace à travers des cours surélevés était le plus évident lors de la manifestation en Bagdad en avril 2016, lorsque les manifestants ont escaladé les murs de la zone verte, une zone verte fortifiée entourant le Parlement irakien. Et voilà, alors, donc, après, ça c'était, ce sont des stratégies et tactiques au niveau micro. Par rapport aux polices, mais aussi aux manifestants, je vous montre maintenant 4 exemples de ce type de tactique, protest tactique, juste pour les manifestants. Et donc, le premier, c'est Occupy. Et donc, alors voilà, par exemple, le jeu Civil Unrest, elle offre la stratégie de Occupy, mais it's more
beyond just occupying a space. Alors ici, par exemple, en février 2011, la BBC a publié une image aérienne de zonage montrant comment les manifestants pendant la révolution de Tahrir organisaient l'espace avec différentes zones telles que camping, jardin d'enfants, cliniques, toilettes, murs de journaux, murs de et points d'eau. Les manifestants ont transformé la place en une ville dans la ville. Le deuxième exemple pour moi, c'est Occupy Wall Street en 2011. Et il y a un article aussi intéressant pour Judith Butler sur ces événements, soit aux États-Unis, soit en Égypte. Alors, ils ont créé, comme elle dit en fait, ils ont créé une communauté horizontale et égalitaire. Butler affirme que l'occupation franchit la ligne entre le public et le privé. Les gens sur la place dormaient là, ils distribuent des médicaments, de la nourriture, ils se réunissent et chantaient, ils parlaient, ils ont revendiqué l'espace en transformant ce qui est public en privé. Le deuxième tactique, what's called Five Finger Tactics, et donc c'est une des tactiques majeures dont elle est utilisée dans les grands espaces ouverts. Cette tactique est également connue sous le nom de Decentralized Swarming, c'est-à-dire de converger sur une cible depuis plusieurs directions. Cette tactique force la police, quand on voit ici dans cette simulation, petit diagramme, cette tactique force la police à étirer ces lignes dans un procès pour empêcher les manifestants de les contourner, ce qui a automatiquement créé un espace vide qui peut être passé par les manifestants. Donc, elle a été utilisée dans le Summit Protest in Germany en 2007. From narrow to wide. Alors, cette tactique, elle est un peu proche de ce qu'on a parlé avant. Mais ici, on parle how we move in the space. Alors, cette tactique nécessite de partir des ruelles de la ville et de pénétrer dans une rue plus grande jusqu'à point de destination. Cela donne un sentiment d'élan et de confiance pour plusieurs raisons, car les petites rues donnent l'impression d'une full croissant et can feed up the marche. Et le troisième point qu'on expliquait, limiter l'efficacité des stratégies policières. Et en fait, si je prends l'image de gauche à droite, l'image de gauche, c'était un peu le cas, mais pas dans l'espace Tahrir, mais dans des manifestations de 2014. Les manifestants sont regroupés au centre, dans le square, et donc après les forces de sécurité, c'était facilement de fermer toutes les entrées de l'espace et d'arrêter les manifestations. Mais dans l'autre, c'était en fait le cas des événements de 2011. C'est eux les manifestations qui ont fait, les manifestants qui étaient capables d'encercler en fait la police. Et alors, celui à droite, l'image tout à droite, c'était en fait un pamphlet qui est toujours qui a été distribué quelques jours avant la révolution en 2011 en Égypte, How to Protest Intelligently, offrant une diversité de tactiques. Certains ont un espace spatial ici par exemple, ils demandent aux manifestants de jamais rester dans un square, au milieu d'un square pour être encerclé. Donc, il y avait des stratégies, il y avait des interventions spatiales pas dans tous les événements, mais dans quelques événements, et on peut voir ces résultats en fait après. Et voilà, le dernier c'est Urban Element as Shield. Il y a beaucoup d'exemples par rapport à ça. Alors, les manifestants utilisent les éléments urbains et le mobilier urbain de manière innovante. L'exemple le plus fameux, c'est bien sûr la Révolution française. Victor Hugo a, dans son livre Le Misérable, il propose une description détaillée de la construction des barricades du côté des manifestants au cours de l'année 1851. Les gens utilisaient l'ameublement urbain extérieur en plus de leur
en ameublement intérieur privé pour construire le bouclier défendable. C'était un travail collaboratif des résidents du quartier. Et donc, à gauche, il y a le Paris 1968, il y a le Caire en 2011, mais il y a beaucoup d'autres dans les dernières manifestations à Soudan, au Palestine. Et donc, it's still active till today, this kind of manifestation. C'est un type en fait, c'est pour résister sans utiliser de la violence, puisque toujours les manifestants ont moins des outils que la police. Et donc, je termine ma présentation avec cette image que je préfère toujours terminer avec cette image. Et donc, je parle ici de la frivolité tactique, et c'est une forme de protestation publique qui n'est ni conflictuelle, ni soumise, mais humoristique et fantaisiste. En 2017, l'équipe nationale égyptienne de football s'est qualifiée pour la première fois depuis 28 ans à la Coupe du Monde de FIFA. Alors, les fans, très contents, sont descendus dans les rues, inoccupés depuis 2014. Les gens ont rempli la place d'arrière pour célébrer cette victoire. Parmi les photos et vidéos publiées sur Twitter et Facebook, c'était cette photo montrant un jeune homme qui est torse nu et sur le dos a été écrit les lettres en arabe 25 janvier. Ça veut dire c'est considéré comme la première étincelle de révolution en 2011. Et donc, cette photo révèle deux aspects. Premièrement, malgré les efforts de l'État pour effacer les événements de 2011 de la mémoire collective, la révolution reste gravée dans l'esprit sur le corps de la génération qui était leur présence dans l'espace une autre fois a déclenché ces souvenirs. Deuxièmement, ces festivités élargissent l'éventail des comportements acceptables. Cela rend acceptable un tel comportement que dans des circonstances ne soit pas accepté. Et donc, je termine avec ce quote, Pact Carnival, bring the body back to the public space. Et voilà. Back, Fanny. Pardon. Je rallume mon micro. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment passionnante. Et je trouve que non seulement ça donne un peu envie d'aller manifester, mais en plus ça donne aussi envie de créer des jeux parce que je trouve que ça donne vraiment, comment dire, en formalisant toutes les stratégies spatiales possibles, ça fournit comment dire, des briques de gameplay qui pourraient être utilisées vraiment pour créer des jeux mettant en scène différents types de rapports à l'espace. Donc, s'il y a des développeurs dans le chat, n'hésitez pas à vous sentir inspiré par ça. Oui, en fait, alors moi, durant mon master, alors en fait, je voulais faire tout. En fait, je voulais faire l'analyse et puis faire un jeu. Mais voilà, il n'y avait pas de temps et en même temps aussi, j'ai pas les compétences pour créer un jeu pour le moment. Mais je trouve ça intéressant en fait parce que on peut voir, oui, on ne peut pas cannot neglect la dimension corporelle dans la manifestation, mais l'espace joue un grand rôle que je pense, sans existence dans le jeu, que, comme j'ai dit au début, en fait, ça peut servir surtout pour des personnes qui ne sont plus accès à ces espaces une autre fois. Dans notre cas, alors on ne peut plus aller à l'espace maintenant. Et ça peut être aussi comme un exercice pour the protest that will come. Voilà. Oui, on peut s'entraîner à la protestation par le jeu et même par la création de jeux aussi. Voilà. Si je comprends bien ce que tu dis. Je vais te transmettre une question du chat, donc de Lamélusie, qui dit merci d'abord et qui demande, comme dans ton instructive analyse de la spatialité politique et plus spécifiquement des stratégies spatiales, est-ce que tu as remarqué le développement et ou la mise en scène des mêmes répertoires d'actions politiques entre les avatars dans les corpus de jeu?
J'espère que oui, c'est une question qui n'est pas facile. Non, j'ai pas Euh, très bien compris, désolé. Et aussi le son, il coupe un peu, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux essayer de répéter. J'espère que c'est pas, oui, que c'est pas chez moi qu'il y a un problème de son. Sinon, criez dans le chat. Je vais essayer de reformuler un peu la question. Oui. Donc, cette personne trouve que ton analyse de la spatialité politique était très instructive Oui. et voudrait savoir si je relis, hein, pardon. Est-ce que les stratégies, dans les cas que tu as étudiés, on peut voir la mise en scène des mêmes répertoires d'actions politiques? Et alors, il ou elle cite un auteur qui s'appelle Tilly, mais j'avoue que je ne connais pas. La Mélusine, si jamais vous reformulez ta question pendant que j'essaie de l'expliquer Est-ce à nos qu'il parle étudiants. de réflexion de l'espace, de ce qui se passe en réalité dans le jeu ou... Je suppose, mais alors j'interprète la question, donc je dirais que c'est pas juste. Je suppose que la question, c'est de savoir si les différentes convictions politiques débouchent sur différentes formes de stratégie spatiale. Désolé pour poser cette question, mais qu'est-ce qu'on veut dire par conviction politique? Mais c'est moi qui reformule, hein. Oui. Mais parce que donc la question parle de répertoire d'action politique. Euh, et donc oui, elle précise, ou il, pardon, qu'elle parle bien de ce qui se passe entre les personnages du jeu, entre les manifestants à l'intérieur des jeux vidéo. Oui. Est-ce que... Alors, en général, par rapport aux manifestants dans les jeux vidéo, euh, alors, pers- si on parle, alors je ne sais pas exactement c'est quoi la question, mais si on parle en général par rapport aux manifestants dans les jeux vidéo, I don't have a full experience is this, par exemple, parce que la plupart des jeux politiques, ce sont des jeux qui se jouent par un seul personnage. C'est pas un multijoueur. Les anciennes versions, soit de si on parle de Second Life, par exemple, moi j'ai pas joué ces jeux à ce temps-là. Et donc, peut-être ça peut être intéressant de voir ça, comment ça passe dans Animal Crossing. Euh, et voilà. Mais, Hmm. Alors oui, this, donner plus de précision en disant que les répertoires d'action politique, ce sont des sortes de scripts analysés par les sociologues politiques en ethnographie des manifestations. Donc des sortes de scripts des actions réalisées par les manifestants. Donc il y a différentes formes d'actions politiques possibles, comme le fait d'entamer des chants, de brandir des pancartes, etc. Et donc, oui, la question, je suppose, alors, c'est est-ce que quand on représente des manifestants, euh, la représentation de ces manifestants met en scène différents types de scripts. Par exemple, il y aurait le manifestant qui entame des chants, le c'est, c'est- manifestant qui en va termes des chants, ça veut dire quoi en termes des chants? chanter, Chanter, chanter oui. des chansons révolutionnaires. Alors, alors, j'ai une explication, alors une interprétation pour la plupart des jeux que j'ai joués, surtout les jeux qui sont vraiment politiques. Ce qu'on fait, alors par exemple, si on parle, je retourne par exemple pour le cas de Occupy, Gezi et Yellow Umbrella. Euh, Parce que ces jeux, pardon, euh, c'est des jeux. Mon avis, c'est qu'on fait. Alors, il y a une. En général. Euh, oui, voilà, Occupy Gezi and Yellow Umbrella. Alors, par exemple, dans Occupy Gezi, c'était
a very small time frame to make a game. Je pense que c'était dans 5 jours qu'il doit faire. It was a jam, actually, it was a game jam. C'est dans 5 jours qu'il doit faire un jeu. Et donc, on va voir vraiment un manque de la représentation spatiale. Mais le jeu, comment dire, elle est full of references to de l'événement de manifestation. Par exemple, dans le jeu ici, on voit pas ça dans cette image, mais c'est dans alors c'est impossible maintenant de jouer le jeu parce qu'il n'existe plus maintenant aujourd'hui. Mais dans deux autres images, on va voir qu'il y a des représentations parce que durant les manifestations, les personnes qui étaient dans les appartements, ils utilisaient les utensils dans la maison pour faire de la bruit de leur balconie et de leur vitrage. Et donc, dans une autre image, on fait ces références dans le jeu. Dans Yellow Umbrella, il y a beaucoup de références en relation avec les manifestations. Ici, il manque la dimension spatiale, mais je pense toujours dans la création du jeu, peut-être, alors c'est plus peut-être au niveau de coding, alors je ne sais pas exactement, mais c'est peut-être le but en général, c'est de faire ces références en fait. Alors dans Yellow Umbrella, il y a notamment la référence de la parapluie, alors de Umbrella itself, mais il y a aussi des autres références. Quand on voit des personnages qui sortent, c'était des personnages qui prennent de l'argent de la police pour faire des trucs pour les manifestants. Il y a beaucoup de différentes références sociales et par rapport à les événements réels. Et voilà. Et alors, mais ça, c'était pas vraiment. Donc tout ça est basé si j'ai bien compris la question. Mais ça, c'était pas vraiment mon focus dans ma recherche. Et voilà. Oui. Mais par contre, du coup, ce que tu as montré et qui répond aussi un petit peu partiellement à la question peut-être, c'est le fait qu'il y a quand même une différence généralement dans la représentation des manifestants et la représentation de la police, à savoir que les manifestants sont quand même généralement représentés comme n'ayant pas de stratégie. Oui. Donc, je dirais que oui, il y a sans doute différents types de scripts alors qu'ils sont et en fait, oui, formes d'action présentées, mais peut-être pas autant de variété que ce qu'il existe en vrai, pas certainement pas. Oui, et je peux ajouter aussi que dans Riot Civil Unrest, parce qu'il il fait montrer des différentes manifestations. Ils ont même ajouté beaucoup de manifestations maintenant, mais le problème avec Riot Civil Unrest, c'est que tu ne peux pas jouer un niveau avant que tu finisses le niveau avant. Et donc, moi, j'ai pas encore tout joué. Et c'est pas facile au niveau de mécanique, mais il y a des références. Alors, par exemple, si on joue celle de l'Égypte, on va voir les manifestants chantant en fait en arabe, en disant des mots. Si je me souviens bien, c'était ça, Hurraya, ça veut dire liberté. Et je pense dans des autres cas, alors donc il associe pour chaque manifestation ces variations au niveau soit des chantants, soit des trucs. Alors voilà. Ah oui, non, vas-y. Oui. Mais au niveau de stratégie et tactique, ce sont presque similaires, je pense. Si on joue en Italie ou si on joue en Égypte, par exemple, Civil Unrest, au niveau de tactique qu'on utilise, c'est presque similaire. C'est juste la manière que le manifestant parle, ça va être avec la langue de ce manifestant. Et peut-être il y a d'autres trucs que j'ai pas, I didn't unravel yet. Ah, mais du coup, effectivement, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une simplification des différents modes d'action qui existent. Et alors, ce qui intéressait la Mélusine, c'était de voir justement quels sont les modes d'action politique qui sont suffisamment connus et cristallisés pour être représentés dans un jeu. Mode d'action. Ta réponse en fait à la question permet de voir
quels sont oui, les types d'actions politiques, les types d'actions dans les manifestations qui sont suffisamment reconnus pour être utilisés pour être utilisés dans un jeu vidéo. Oui, Le fait je ne sais pas, de construire des barricades, par exemple, oui, c'est très oui, connu. Donc ça, oui, on peut le oui, faire apparaître. oui. Et, En fait, jouant le jeu, parce que Ride Seven Arrest, on joue ce jeu, c'est vraiment très difficile au niveau de mécanique. Et je pense que c'est un problème qui diminue un peu pour mon cas son effet pédagogique. Parce que le truc passe très rapidement et tu n'as pas le temps de lire tout ce qui est lancé dans l'écran. You have to act to the police. Maybe they are trying, ils essaient de simuler une action réelle, mais en même temps, ça empêche un peu d'apprendre mieux ce qui s'est passé exactement dans l'événement. Et donc, ça termine et quand on a joué ça l'année dernière, qu'on essaie juste de gagner. Alors, on comprend pas les circonstances, on comprend pas tout ça. Et en fait, j'ai oublié c'était quoi ce que je voulais dire au début, mais euh, voilà, donc si je me souviens, je retourne, désolé. pas de souci. Mais oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et j'en profite de dire aux spectateurs et spectatrices, et notamment aux étudiants et étudiantes, de ne pas hésiter à aller tester un petit peu les différents jeux dont tu as parlé, si jamais ils en ont l'occasion. Parce que bon, ça n'a pas été possible cette année, mais l'année passée, on avait joué à différents jeux. On avait joué à Anarchlute, à Riot, etc., etc. Et je trouvais que de tester les jeux, ça permettait vraiment de comprendre par l'expérience à quel point le rapport à l'espace est représenté de manière très différente dans ces différents titres. Donc, si vous les avez ou si vous connaissez quelqu'un qui a ces jeux, n'hésitez pas à les tester. Euh, Bruno, sinon, disait tout à l'heure qu'il aimait beaucoup l'idée de critères de spatialité parce que ça donne plein d'idées pour rendre spécifiques les grilles d'analyse des jeux utilisés dans des usages qui ne relèvent pas exclusivement du jeu. C'est une phrase bien compliquée, Bruno, mais pour dire en somme que oui, ça permet les concepts que tu as expliqués aujourd'hui, ça permet d'enrichir un peu les grilles d'analyse dont on se sert pour étudier les utilisations du jeu qui ne relèvent pas que du jeu. Si j'ai été claire. Moi, sinon, j'avais une petite question et ce sera peut-être la dernière, sauf si le chat veut intervenir, faire des commentaires ou des questions. Mais en fait, c'est sur ce que tu as dit tout au début de la deuxième partie. Tu disais notamment que c'était important de prendre en compte la volonté des développeurs quand on étudie la littératie spatiale permise par les jeux vidéo. Et notamment le fait que Ubisoft, par exemple, a tendance un peu à dépolitiser les événements politiques qu'il met en scène. Oui. Et je me demandais si tu connaissais des exemples de développeurs qui réfléchissaient explicitement à ces questions de littératie spatiale, pardon, dans la création de leurs jeux, donc des développeurs qui essayent vraiment de mettre en scène des jeux qui peuvent entraîner à la maîtrise de l'espace, ou si ça n'existe pas encore à ta connaissance. Non, honnêtement, à ma connaissance, non. Je pensais une fois d'essayer de peut-être contacter même les développeurs de ces jeux, par exemple, et faire des interviews avec eux. J'avais même des idées, par exemple, par exemple, pour un jeu comme 1979 Revolution, Black Friday, qui se passe en Iran, par exemple, s'il y a une manière of course, alors c'est un peu différent parce que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, donc ça sert plutôt qu'un leçon d'histoire que vraiment spatial. Mais je pensais peut-être, par exemple, s'il y a une possibilité d'avoir de changer un peu dans le code et donner la possibilité
de se balader dans l'espace du jeu. Je pense par exemple dans Assassin's Creed Unity, par exemple, il y avait une autre proposition, je pense qu'elle a été aussi mise de cette manière parce que toujours dans Assassin's Creed Unity, on voit l'espace avec les yeux du protagoniste, on peut pas vraiment euh, se passer dans les environnements. Et donc, je pensais peut-être et même les jeux qui existent, qui étaient faits, il y a une manière de les recréer d'une différente manière qui peut un peu augmenter leur littératie, leur involvement, leur contribution dans la littératie spatiale. Mais non, j'étais pas en contact avec et je ne sais pas. Et j'ai envie de savoir si quelqu'un s'intéresse. Non. Donc, s'il y a des modeurs aussi dans le chat qui voudraient modifier des jeux existants pour les améliorer à ce moment-là, ça serait aussi très... C'est qu'on a parlé un peu avant, c'est que je pense avec Black Friday aussi, c'est que la sécurité des développeurs en fait, c'est que et safety, c'est parce que créer ces types de jeux parfois c'est un peu compliqué, surtout si ce jeu a pris une grande réputation. Donc alors la personne par exemple qui a fait Black Friday avait des problèmes de retourner à son pays d'origine. Oui. Et voilà, Yellow Umbrella n'existe plus maintenant aujourd'hui. Et alors, si je me souviens, j'étais dans le symposium qui a été fait l'année dernière à Brussels Politics Games. Et j'ai parlé avec Julien, qui a donné un cours avec Julien Anna. Et si je me souviens bien, il m'a dit en fait il m'a parlé qu'il pense c'est que par rapport aux politiques en fait de online store, Play Store et Apple Map Store, qu'il y a quelques jeux de manifestation qui disparaissent de ces stores parce que eux, comme Assassin's Creed, comme les différents, ils ne veulent pas être investis dans des trucs politiques, des trucs comme ça. Mm-hmm. Voilà, et ça veut dire que la diffusion d'un jeu même, c'est pas facile. Maintenant, aujourd'hui, peut-être, oui, alors, il y a un ou deux à travers lequel les manifestants sont capables de diffuser leur jeu, mais it's not easily welcomed par des personnes qui dominent le serveur, tout ça. Voilà. Oui, donc il y a non seulement des problèmes d'accès à l'espace public, mais aussi à l'espace virtuel. C'est ça. La censure peut... En fait, ce que je dis à la fin de ma thèse, en général, c'est qu'en fait, video games, they are not the savior. It's not through video games that we can occupy the space. It's a medium that can help, that can offer something different. Mais il y a aussi different powers that we need to resist in order also to occupy the virtual space. Voilà. Ben écoute, je trouve que c'est une très bonne conclusion. Est-ce que tu... En plus, Bart t'appelle. Mais est-ce que tu peux encore ajouter quelque chose avant qu'on clôture le... Non, c'est bien, c'est bon. Il y avait quelque chose que j'ai appris. Oui, alors Maxime confirme que c'est Apple qui a retiré Story de son store car le jeu était jugé politique et donc pas un jeu vidéo. Donc il y a une idée derrière que un jeu vidéo est nécessairement apolitique, évidemment. Phone Story est un jeu qui caricature l'exploitation qui mène à la construction de smartphones. Oui, mais bien sûr. Et même, il y a même pas de Chine qui essaie, je pense que c'est pour la première fois, pour mettre son jeu sur l'Apple Store. Je pense
Et I don't know if he was able to make it or not, mais il avait des difficultés. Il a fallu attendre beaucoup pour avoir une réponse de notre part. Et voilà, et peut-être on doit avoir some sort of alternative platforms to diffuse such games. Mais le tactique qui va, je pense, qui va continuer, qui va pas mourir, c'est toujours approprier des espaces qui n'étaient pas convaincus, qui n'étaient pas faits pour protester et appropriés pour protester, comme Second Life avant, maintenant Animal Crossing. Ça reste toujours un good example of resistance. Mhm. Ok, bah écoute, merci pour ce cours qui était vraiment super intéressant, comme toujours. Avant de clôturer, quelques petites infos au chat. La semaine prochaine, c'est le dernier cours officiel d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo. Il était censé être donné par Colin Seed, mais malheureusement, ce ne sera pas possible parce que, pour raison de confinement, raison familiale, raison de mauvaise connexion, etc., ça sera vraiment trop compliqué à organiser. Mais par contre, nous accueillerons Paul-Antoine Colombani, qui nous parlera de philosophie antique et jeux vidéo et comment les jeux vidéo se réapproprient certains concepts de philosophie antique. Donc ce sera même jour, même heure, le jeu 16h30 à 18h30, mais on le rappellera sur notre compte Twitter comme d'habitude. Et alors pour les étudiants qui m'écoutent, ce sera donc le dernier cours officiel la dernière séance officielle de cours. Je vous transmettrai aussi par mail ce jour-là les questions d'examen et les consignes plus précises d'examen. Mais par contre, pour les autres, notamment pour ceux qui viennent du monde, sachez qu'on continuera les lives après la semaine prochaine. Ça changera peut-être un petit peu de format, c'est-à-dire que ce sera plus nécessairement ex cathedra, mais plutôt des analyses de jeux en direct, etc. Mais si vous voulez être tenu au courant, ben, continuez de suivre le compte Twitter, c'est par là qu'on donne les informations les plus à jour. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Et comme d'habitude, le replay de cette présentation sera uploadé sur notre chaîne YouTube. Voilà. Moi, j'ai dit tout ce qu'il fallait et donc je propose qu'on quitte Hamza. Oui, super. Merci beaucoup, Fanny. Voilà. Merci à toutes et tous d'être venus.